Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Hello? Allô? Hello, c'est qui? C'est ça que tes lunettes fumées en dedans. Ah, fuck, j'ai oublié. Moi. Je own le Corey Art de la chose. Ah, OK. J'étais toujours considéré comme ma Julie Masse. Ah. Oh. Non, je vais enlever mes lunettes de soleil. Je m'en suis juste pas rendu compte. On vient de rentrer en dedans, puis je sais pas, je vivais dans l'ombre. Ça, c'est bon pour alimenter les gens qui attendent un update sur Langtime Chat. Personne n'attend un update sur LinkedIn. Ben, C'est quoi les derniers potins? là, l'affaire qui va se passer, c'est que je ne vais jamais spoiler LinkedIn Chat. Là. À vous de découvrir. OK. Le balado est disponible sur toutes les plateformes. Et puis, c'est ça. T'es L'audio est moyen, puis c'est un peu plate, mais des fois, c'est le fun. T'es bien bronzé. Écoute, ça marche pas ce que tu dis. Puis moi, j'ai le goût de briser le mythe. Mais c'est pas un grand mythe, là, mais ça fait... Je sais de quoi tu parles quand tu dis que je suis bronzé parce que je reviens des États-Unis où j'étais au soleil pendant une semaine. Mais en réalité, cet épisode joue le 9 juillet. Ah, OK, ouais. Fait que genre... je suis sûrement rendu bronzé le 9 juillet. Les gens, ils regardent pas ça. Non, ils regardent pas ça. Mais ça reste que ça fait longtemps. Puis je sais pas si pour être plus rapide et être plus d'actualité sur nos affaires qu'on se dit, puis aussi pour quand on répond aux gens sur Discord ou quoi que ce soit, il y a tout le temps un délai. Là. À vous de nous dire, auditeurs, si vous aimeriez qu'on réponde plus rapidement. On pourrait peut-être un moment donné développer une façon de se streamer qui passe plus rapide que 6 semaines plus tard. Parce que C'est comme un gros bateau, comme du monde. Quand on veut tourner le bateau, c'est long. Et Hein? t'es bon, là. Ouais, je parce sais. que qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qui m'a bronzé, c'est que j'étais sur un bateau. Aïe, 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 Julien, on est donc bien bon. Tout est dans tout. Moi, je sais que je suis bon. Non, toi, ouais. Moi aussi, je sais que t'es bon. OK. Fait que oui, des fois, je marine, comme on dit. Puis c'est ça. J'étais à Mystic, au Connecticut, à travailler sur Draken Harald Orfegre, qui est un vaisseau navigant, une embarcation maritime. Malheureusement, je n'ai pas navigué. Je l'ai repeinturé. J'ai repeinturé la coque. J'ai nettoyé l'intérieur. Puis c'est ça. C'est quelque chose que je fais de temps en temps. Ça faisait déjà 2 ans que je n'étais pas allé m'occuper du bateau. Mais tu as déjà navigué sur ce bateau-là? Oui, tout à fait. J'ai navigué sur ce bateau-là en 2013 et en 2018 pendant un certain temps. T'sais. En 2013, j'ai navigué pendant 2 mois. Puis en 2018, c'était plus comme 1 mois. Puis je fais comme partie de l'équipage récurrent, équipage bénévole. C'est comme l'auberge espagnole, mais sur l'eau. C'est vraiment ça. Je suis logé, nourri. Moi, j'avais pogné ça au départ comme... C'était vraiment le fruit du hasard de me ramasser dans cette situation-là, mais je me suis retrouvé en Norvège sur un bateau. Il faut le dire aussi, là, c'est un navire, c'est un drakkar. C'est une reconstitution, une réplique d'un navire historique viking. Fait que tu vis sur le pont, puis tu tires des cordages, puis tu t'apprends à parler norvégien pour comprendre ce que le capitaine écrit. Puis c'est ça. C'était vraiment une expérience absolument tripante que j'ai vécue quand j'ai fait ça au début, la première fois. Puis après ça, le bateau a fait la traversée. Il est venu ici au Canada, aux États-Unis. Et puis je suis retourné travailler dessus en Nouvelle-Angleterre. J'ai fait comme... c'est ça, la Nouvelle-Angleterre. Et là, on faisait des visites guidées où j'étais comme guide touristique pour les gens qui venaient visiter le bateau, les familles, les enfants. Puis là, mettons, on est à Salem, au Massachusetts, puis là, on fait visiter le bateau aux familles qui sont là pour les sorcières. Les familles qui se disent genre « Wow, un bateau viking, on va aller parler à des vikings », puis finalement, ils parlent avec un gars de Le Gardeur. Finalement, il parle avec un gars de Le Gardeur. Ben, je veux dire, j'ai des ancêtres normands, c'est sûr, puis eux ont des ancêtres vikings. Là. Si on commence à jouer à myancestry.com, on peut peut-être trouver un lien, mais le lien réel, c'est moi, je suis capable de naviguer là-dessus, puis je l'amène de Portland, Maine à Salem, Massachusetts. Fait que c'est moi qui est le guide en même temps parce qu'ils vont pas engager des guides en plus. Fait que j'apprends à parler un peu de comment les Vikings vivaient à l'époque. C'est vraiment un truc tripant à faire. C'est nullement payant. C'est juste une expérience de vie vraiment
intéressantes. Puis les gens qu'on rencontre là-dessus aussi deviennent des amis. Ça devient des... Tu sais, même le capitaine, on a une belle relation. Puis, fait qu'après ça, il me réinvite, tu sais. Puis l'invitation sur le... c'est un bateau qui est reconnu internationalement. C'est officiellement le navire viking le plus gros au monde. Fait que il y a comme sa page Wikipédia, puis sa Facebook fanpage, puis tout, sauf que les gens que je vois là-dedans sont des fans de Vikings. Quelques gens là-dedans qui sont juste des fans de navigation en général, mais en réalité, comme la famille de ceux qui naviguent réellement, on est tissé serré, puis quand ils envoient une invitation pour bénévoles, pour ceux qui veulent être bénévoles, juste nous le dire, appliquer, nanana. Ils reçoivent, genre, mettons, 300 demandes, puis ils peuvent juste dire oui à 20, mais moi, je fais partie des 20 parce que je reviens tout le temps, puis je travaille comme avec eux. C'est quoi la grande différence au niveau de la navigation entre ce navire-là puis un voilier moderne, mettons? C'est que la voile, c'est une voile carrée. Et donc, une grande voile carrée, c'est soutenu par... Comme dans Wind Waker, genre. Comme dans Wind Waker, oui. Oui, c'est une voile carrée dans Wind Waker. Oui. Puis ça, c'est sur un petit... fait que, mettons, à l'époque traditionnelle viking, ces bateaux-là, ce serait comme... Ça existe, là, mettons, des knarrs. C'était des petits bateaux, mais pas si petits, mais je me demande si une chaloupe comme Wind Waker, ça existe. OK. D'un côté, il n'y aurait pas genre une tête de dragon qui est un roi, tu sais, comme qui te parle. Puis... Non. Fait qu'il y a plein d'aspects dans Wind Waker, je pense, qui sont pas dans la vraie vie. En tout cas, on en reparlera. Oublie mon parallèle avec Wind Waker. Mais ouais, c'est une voile carrée qui est soutenue par ce qu'on appelle une vergue, une grande pôle de bois. Puis moi, pour mon bateau qui est très, très gros, c'est carrément un tronc d'arbre qui est à l'horizontale sur le top de la voile puis qui soutient toute la voile. Mm-hmm. Et cette vergue-là est attachée après le mât. Et tout le travail à faire est par rapport à changer la voile d'un côté puis de l'autre, la faire comme pivoter sur l'axe du mât. Et ce travail-là est complètement absent d'un voilier moderne parce qu'un voilier moderne, il n'y a pas de vergue. C'est une voile triangulaire qui est soutenue par une bombe qui est à la base de la voile. Puis là, en général, les voiles latines, là, ces voiles-là triangulaires, sont beaucoup plus efficaces et faciles à manier. Mais la voile carrée a plein d'avantages aussi, mais ces avantages-là sont historiques. Aujourd'hui, il n'y aurait pas d'avantage à runner avec une voile carrée. C'est inférieur dans la plupart des cas. C'est vraiment pour le geek historique. Là, le bateau est un bateau musée. C'est une reconstitution, c'est une réplique historique. Fait que oui, effectivement. Pour l'authenticité de l'expérience, vous faites ça avec une voile carrée. Exactement. Puis pour l'authenticité aussi, le bateau il est construit par des constructeurs de bateaux traditionnels qui ont des techniques traditionnelles. Fait que il y a les clous qui sont dans le bateau puis qui tiennent le bateau sont en bois. Puis le marteau qui a frappé ces clous-là, c'est un marteau de bois. Tu sais, comme c'était la façon de travailler à l'époque, fait que les constructeurs ils ont retravaillé de la même façon pour pouvoir recréer exactement un bateau. C'est un navire capable d'aller en haute mer. Oui, c'était traversé de l'Atlantique en 2016. Je pouvais pas être là parce que j'étais en tournée avec mon band. C'était tellement fâchant. J'étais comme deux choses que j'adore faire puis qui sont comme un souvenir d'une vie. Puis il faut que je rate une des deux. T'sais. C'est quand même intense que tu traverses l'Atlantique, mais tu sais que ton navire, les clous sont en bois. Puis, Ouais, OK. je l'ai pas fait, mais oui, le mât a cassé. Non! Le mât a cassé. Au début du voyage, fait qu'il y avait pas, il était parti de la Norvège, puis il était même pas encore rendu dans les îles britanniques. Fait qu'ils ont pu se rendre en Écosse. Non, aux îles Shetland. Je pense qu'ils font partie de l'Écosse techniquement, mais c'est des îles. Puis là, ils ont pu remplacer le mât, qui était un mât en Douglas fir en français, c'est un sapin de Douglas. Je pense que c'est ça. Le mât venait d'Allemagne, puis là, il y avait un nouveau mât qui a été posé, qui vient d'Écosse, parce que c'était là qu'il était. Puis il a fallu qu'ils rematent avec un nouveau mât. Mais tu sais, le mât, c'est une bête là, d'arbre. C'est immense. C'est des vraies grosseurs. Le bateau fait... je me rappelle pas de sa fiche technique. J'ai goût de dire 30 mètres de long. En tout cas, c'est une grosse Bertha. Nice. Puis il n'y a pas de cale. Fait qu'on dort à Belle Étoile. Ouais, tu t'installes sur le pont, puis tu dors. Il y a une tente. Fait que tu peux aller dormir dans la tente. S'il pleut, mettons. Ouais. Le capitaine dort avec vous sur le pont? Il y a son petit spot dans la tente. Okay. Mais c'est avec tout le monde. Je veux dire, tout le monde se pète d'en face, puis rote, puis ronfle. Puis c'est comme, si tout le monde est dans la tente, on est 30 dans la tente. Là. C'est tout petit, cette tente-là. Fait que t'es cordé comme des sardines. C'est pas
C'est ça, c'est pas Jojo tout le temps, surtout en météo. Tu sais, moi, au début, quand j'ai fait ça, j'étais dans la mer du Nord. Il fait frette que le Christ, là. On n'était pas bien, puis c'est la tempête, puis là, tu dors, puis t'entends des couinements du bateau qui... Tu fais comme, il va-tu survivre à... En tout cas. Malade. Il y a plein d'expériences de vie particulières que j'ai vécues sur Draken. Puis là, c'est ça. La semaine passée, c'était rien de ça. Rien de ça. T'as peinturé, J'ai puis t'as nettoyé. peinturé pour qu'il soit prêt pour une possible expédition en 2025 ou 2026. Fait que c'est ça. Cool. Il y a d'ailleurs un documentaire qui existe qui a été filmé pendant la traversée en 2016. Ce documentaire-là porte le nom du bateau. Là, je pense que c'est comme Viking Expedition, Draken ou je sais pas quoi. Mais il y a un nom différent dans plein de pays différents. Le documentaire est comme tough à trouver parce qu'il n'est pas distribué au Canada. Il est distribué dans plein de pays par les chaînes nationales de ces pays-là, comme l'espèce de Historia Channel de ce pays-là ou de ce pays-là. Puis là, le docu a eu beaucoup de succès, puis les gens disent que c'est bon, mais j'ai pas encore eu la chance de le voir parce que faudrait que je le pirate, puis moi, je fais pas ça. Là. Ben non. Ben non. Ben non, fais pas ça. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça que je faisais la semaine passée. Puis si tout va bien, un moment donné, on va se reparler au micro. Puis tu vas me dire, Joël, quoi de neuf? Puis je dis, j'arrive de la haute mer sur mon bateau de The King. Comme ça. J'ai hâte. J'ai hâte que tu... Je vais parler comme ça ouais, à ce moment-là. Parce que tu vas avoir reçu une rame d'en face. Une rame tu vas d'en avoir face. perdu tes dents. Genre. Perdu mes dents. Ouais, OK. Ouais. Ah, ben c'est merveilleux. Puis toi, qu'est-ce que tu as fait récemment? Ben... Rien d'aussi cool, c'est ça? Non, c'est sûr que je pars pas sur un Drakkar, mais... Draken? Un Drakkar, c'est juste que son nom à lui, c'est Draken Harald Arfagr. Ah. Pour prononcer à la française. Là. Non, moi, je travaille sur le jeu de rôle de Valterreur ces temps-ci parce que on s'est cédulé un one-shot ensemble. Oui! On va finir par jouer dans Valterreur prochainement. Très prochainement. Oui. Dans combien de temps? Dans genre un mois? Dans genre un mois, puis ça me stresse pas. Ça va arriver. Tout. Non. Non. Ça stresse zéro. Ben non. T'es à l'aise à ce qu'on le live stream comme un actual play? Ça serait cool. Faudrait trouver techniquement comment on fait ça, mais ouais. OK. Du moins qu'on le documente, qu'on l'enregistre. Je sais pas s'il va être en direct, mais... Puis dans ta version de ça, là, hey, je sais que tu t'en allais parler de ce que tu as fait récemment. Non, là-dessus, non, mais vas-y. mettons, dans ta version de ça, est-ce que je suis joueur ou non parce que j'en sais trop, puis il y a d'autres mondes qui sont joueurs, puis genre je suis ton helper d'une façon ou t'es d'une autre? joueur totalement. Pour vrai? Ben oui. OK. Ben Parce oui. que me semble j'arrive j'arrive avec des clés que les autres n'auront pas. Faut Ben, que je travaille fort pour les tasser. Non, là. mais je vais jouer avec ça. Mais en Ok, même temps, tu vas jouer je trouve ça pratique d'avoir quelqu'un qui connaît l'univers, même mettons pour une partie de Donjon Dragon qui se passerait dans... c'est quoi, là? C'est... Je sais pas, Forgotten Realms? Forgotten Realms, Ouais. merci. Ben, tu sais, c'est cool d'avoir le gars à table qui connaît tout le Panthéon, là, tu sais, puis que quand t'es comme, ah oui, c'est un temple de, voyons, c'est quoi déjà? Ben là, ce gars-là, il peut le dire. Ouais. Mais là, tu vas être un peu ce gars-là. OK. Oui. Mais je vais essayer en même Mais temps je de vais te faire fitter avec surprendre. mon personnage. Ce serait bizarre que je sois le personnage qui connaît rien à rien, tu sais. C'est ça. OK, cool. On y Fait passe. que dans le but de me préparer pour ça, je travaille sur peut-être un projet plus long terme où j'aimerais... Au début, je voulais faire un livre de règles. Ouais. Un genre de primer que j'aurais fait lire aux joueurs avant de jouer. OK. Puis finalement, en le faisant, bon, le format que j'ai choisi, c'est de prendre un lettre, là, 8,5 par 11, qu'on peut plier en deux puis brocher, faire un genre de zine. OK. Mais là, à un moment donné, j'étais rendu à genre 70 pages. Fait que là, j'étais comme, OK, brocher 70 pages, ça commence à être intense. Fait que ça va peut-être être une série de zines, comme je ferais le guide de l'aventurière de Farien. Puis là, ça serait comme vraiment axé sur le joueur. Ouais. Les règles qui sont player-facing, là, comment créer ton personnage, puis c'est quoi que tu as besoin de savoir. Ouais. Puis je ferais aussi comme un genre d'encyclopédie des idoles Ouais. qui servirait au maître de jeu à peupler avec des idées de rencontres puis des lieux d'aventure. Fait que tu le vois comme plusieurs zines. Ouais, peut-être comme 2 ou 3. Là. Puis est-ce que cette vision-là que tu as est une vision en amont ou tu t'imagines en aval aussi? C'est-à-dire que est-ce que tu te dis, genre, je vais trouver un zine qui veut me publier ça ou une façon de le publier ou tu penses pas à ça pour l'instant? Là? Ah, ben moi, je trouverais ça cool que ce soit comme imprimé à la maison. Là. OK. Fait que Fait qu'à c'est date, DIY, moi, c'est homemade, puis toi, tu fais de la distribution Ouais. comme tu peux. Je vais le faire noir et blanc. Là. Honnêtement, quand ça va être avancé ou à l'état de playtest, Ouais. je le rendrai disponible pour les auditoristes. Ouais. Ça va me faire plaisir. Là. Ça va vraiment être... C'est pour ça que je prends le 8,5 par 11. C'est ça que tout le monde est capable d'imprimer. Puis si tu veux garder le PDF, ben imprime-le pas puis utilise le PDF. Fait que tu vas pas le faire en A4. Non, c'est ça. OK.
Non, c'est vrai. C'est vrai. Parce que là, je me vois mal aller au magasin acheter du A4 juste pour faire un zine, puis après ça, dire aux autres, faut Achetez-vous du A4. Ouais. On pourrait faire un épisode sur pourquoi le A4 est supérieur au format 8,5 par 11. C'est à cause de Fibonacci. Mais on en parlera un jour. Mais ouais, j'ai des belles images sûrement que je vais pouvoir partager cet été. On parlera un petit peu plus en détail de ce document-là. Mais à date, je me base beaucoup sur Into the Odd. Fait que ça c'est va... quoi Into the Odd? On a-tu déjà parlé? J'ai déjà parlé d'Electric Bastion Land. OK, c'est ensemble. Electric Bastion Land, c'est comme la suite. C'est comme la suite d'Into the Odd. Mm-hmm. Ou c'est comme la version peut-être un petit peu plus peaufinée. Puis là, j'ai oublié le nom de l'auteur de Into the Odd. Fait que je suis en train de le chercher live pour pouvoir le dire là. Est-ce que c'est le même auteur qui a fait les deux? Ouais, c'est Chris McDowell. OK. Qui a fait deux excellents livres. Pour vrai, Electric Bastion Land, pour moi, c'est comme une des meilleures choses qui existent dans le jeu de rôle. Puis j'utilise un petit peu de Ultraviolet Grassland aussi pour créer comme des genres de lieux qu'on peut explorer. Parce que pour moi, c'est ça un peu Valterra, c'est d'aller explorer des choses, puis la découverte d'un territoire inconnu. Fait qu'il faut que je trouve une façon logique de placer le territoire puis de l'utiliser comme terrain de jeu. Fait que ces différents livres-là m'aident un peu. Là. Très cool. À suivre. Puis là, tu t'orientes, tu as commencé. Tu es rendu où dans le processus de création, mettons, si c'est pas indiscret de piquer là-dedans? Mais... J'ai une dizaine de personnages de faits. Si je suis... Faut que je vérifie là, au niveau des droits d'auteur aussi. Je sais pas à quel point je peux comme prendre le même modèle qu'Electric Bastion Land. Mm-hmm. Il y a des trucs qui sont en Common License, Creative Commons, que tu peux utiliser de Into the Odd. Il y a des choses qui ne le sont pas. Mais à date, j'aimerais ça avoir comme une centaine de personnages que tu peux générer au début. Tu sais, on va parler des 36 de Troïka. Une centaine. Ouais, je le bumperais une centaine, c'est comme un petit peu fou. Là. Mais c'est une centaine de profils que toi, t'as inventé. Puis c'est pas une centaine de mix and match, mais t'en as créé 10 puis 10. Là. Non. C'est vraiment une centaine de profils. C'est beaucoup de jobs. Là. Oui. Okay. Un à la fois, hein, comme on dit. Ouais. Puis j'aimerais ça. J'ai commencé aussi une section où j'ai des spreads de 2 pages. Fait que vraiment un 8,5 par 11 qui est un idole. Puis idolum. Là. Ouais. Puis j'aurais comme le nom, de quelle façon se manifeste son influence, où est-ce qu'on pourrait le trouver. Un peu comme le tableau que tu nous avais partagé un moment donné, mais... Vraiment orienté pour le jeu. Ouais. Fait que je vous montrerai ça cet été. Très cool. Ouais. Est-ce que du côté genre de Creative Commons versus ce que tu peux pas voler, ce que tu peux voler, est-ce que tu penses que Chris McDowell est assez accessible pour juste y écrire et y demander? Totalement. Faudrait que je le fasse. Ouais. Parce que me semble que on avait lancé la balle au gars de Neverland, puis il n'a jamais réagi, lui. Fait que Oui, Andrew Cobb. Peut-être qu'il n'écoute pas le Vraiment, il n'écoute pas le podcast. Il va falloir y écrire. Ouais. Ouais. Okay, mais Chris McDowell écoute clairement le podcast. Oui, parce qu'on a déjà parlé on a parlé d'Electric Bastion Land, genre l'épisode 5. Là, fait qu'à un moment donné, faut qu'il suive. Oui, c'est ça. Ouais. Si tu viens de te joindre à nous, on est sur les ondes de choc.ca. Tu es en train d'écouter Comme du monde, le meilleur podcast sur la démiurgie. Et on est avec Joël Martin. Et Julien Lefort. Et aujourd'hui, c'est le plongeon profond. On plonge dans Valterra. Ouais. On plonge plus spécifiquement dans quel aspect de Valterra, Julien? Dans la civilisation édificiaire. OK. Fait que le mois dernier, on a intégré le concept du plongeon profond, puis on est parti en parlant des religions dans nos deux univers. Mais après ça, on s'en reparlait, puis on était comme, mais comment on fait ça d'une fois à l'autre? Est-ce qu'on y va par aspect de la démiurgie? Est-ce qu'on va... Puis je pense qu'on est arrivé assez vite à un nouveau concept qui est, à chaque fois qu'on va faire un plongeon profond, on prend une civilisation ou un peuple ou une espèce, puis on va dans tout ce qu'eux autres y sont, puis tout ce qu'eux autres y vivent. Fait que c'est ça qu'on a décidé de faire aujourd'hui, puis je pense que ça va être ça nos prochains plongeons aussi. On va juste traiter à chaque fois d'un nouveau peuple, puis d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle faction peut-être. T'sais. Fait qu'on va avoir une longue conversation sur ce qui est comme le peuple le plus défini de mon univers, je pense. Là. Ouais, est-ce que tu dirais que c'est le plus défini? On en parle beaucoup des édifiés, mais c'est-tu comme ton top défini ou... Je pense que c'est celui sur lequel j'ai le plus écrit. Ouais. C'est celui sur lequel j'ai le plus de choses concrètes. OK. C'est sûr que j'ai des idées là, dans ma tête sur les autres. J'ai beaucoup à dire sur toutes les autres factions, sur toutes les autres civilisations, sur toutes les autres espèces.
Mais je pense que les édificiers, c'est ceux qui jouent un rôle central parce que, comme je l'ai dit il y a 2 épisodes, je voulais avoir un monde qui est construit sur un ancien monde. Ouais. Puis ça, c'est comme ton groundwork pour créer tes ruines C'est dans ça. lesquelles les aventuriers peuvent se promener. Là. Ouais. Fait que, ouais, j'avoue que c'est un bon point de départ comparé à partir des Adofariens eux-mêmes, qui, j'imagine, vont être pas loin, tu sais, down the road, là, Mhm. on y va. Mais comme créer... C'est quoi le mystère que nous autres, on voit? Ce mystère-là émerge de ce qu'on va étudier aujourd'hui, de ce qu'on va essayer de zoomer. Là. Absolument, ouais. Cool. Fait que OK. j'ai fait une petite création. Est-ce qu'on commence par ça? Ou, Ouais, présente-nous-la. Cool. Ben, dans le fond, j'ai voulu mettre à jour un petit peu mon arbre des... Je sais pas si tu te souviens, dans l'arbre des technologies et événements majeurs que j'avais fourni, il y avait une petite ligne du temps. Ouais. Puis là, en écrivant le texte d'il y a 2 épisodes, j'étais comme, ouais, cette ligne du temps-là, elle marche plus vraiment. Tu sais, j'ai joué avec un peu. Puis je pense que c'est intéressant de voir que tout ce qu'on fait est un travail en cours. Donc, j'ai ressorti cette ligne du temps-là. Je l'ai étirée un petit peu pour avoir plus d'espace. J'ai mis d'un côté en transparence les choses qui se trouvaient déjà là. Puis à droite de la ligne du temps, j'ai rajouté comme un paquet d'affaires qui viennent de l'autre texte. Ah, tu vois, j'avais pas remarqué ça. En regardant, j'étais juste comme, oui, tout ça se tient, mais j'avais pas remarqué l'aspect, ce document-là nous montre un peu tu sais, la version modif, là. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui existait, puis qu'est-ce que tu viens d'ajouter. Fait que ce que tu as ajouté est à droite. Ouais, OK. c'est ça. Fait que j'essaie de définir c'est quoi l'ère édificiaire au complet. Puis je commence en disant, ma ligne du temps commence avec les premiers textes s'établissent autour du marécage avec un M majuscule. Pour moi, les textes, c'est les proto-édificiers, si tu veux. Là, c'est comme les premiers, biologiquement, les premiers édificiers. Mhm. Les édificiers préhistoriques, je ne sais pas comment les nommer. Oui, oui. Puis là, je leur cherchais comme... Avant qu'ils deviennent la civilisation édificiaire. C'est ça. Ouais. Ils dominent pas encore leur monde. Mhm. C'est une espèce qui fait ses premiers pas sur cette planète-là. J'ai ce concept-là de marécage. Je cherchais une porte que je pouvais laisser ouverte. Puis pour moi, ils viennent de où? C'est quoi leur lieu de départ? Puis, fait que j'ai dans cette idée-là un lieu où c'est un marécage, puis eux, dans le fond, sont sortis soit sont sortis de ce marécage-là ou ils ont décidé de s'installer là. C'est un peu comme le croissant fertile, si tu veux, de mon univers. Ouais. Est-ce que t'es à l'aise que je fasse tout de suite une tangente? Let's go. Parce que je pense que c'est une question qui va apparaître à chaque fois qu'on va faire un plongeon profond et même qui apparaît beaucoup sûrement dans les créations de nos amis démiurges, auditoristes ou autres. Mais juste comme chaque fois que tu inventes un univers puis tu inventes des peuples, puis clairement tu te situes à quelque part où ce que les peuples ont des civilisations, mais tu te demandes d'où ce qu'ils viennent. C'est intéressant de répondre à cette question-là et je trouve que c'est difficile. Ouais. Tu sais, mettons, on se pose la question sur Homo sapiens. Mm-hmm. La savane africaine. OK, cool. Puis après ça, c'est des mouvements migratoires. À un moment donné, il va falloir qu'on parle de mouvements migratoires pour vrai, toi puis moi. Mais le point de départ, Ouais. la savane africaine, c'est comme un endroit flou un peu. Ouais, parce pourquoi? que l'Australopithèque. Tu sais, comme Ouais. les premières versions de Homo se sont développées. Il faut comme... Si tu veux recréer ça dans ton monde, il faut que tu trouves ton point de départ. Puis même si ton peuple apparaît d'une façon magique, c'est aussi ça, tu sais, c'est comme, est-ce que c'est des, je sais pas, des golems, là, tu sais, des constructs, mais c'est un magicien qui les a créés, fait qu'ils viennent de cette région-là, puis après ça, ils se dispersent. Je pense tout de suite aux elfes du Seigneur des Anneaux, qui naissent à Cuivienen, qui est comme... C'est comme le paradis, genre. Non. Ah non? Non, c'est un spot dans le wild, sur le bord d'un lac immense qui est sur aucune carte de Middle-earth parce que c'est trop à l'est. C'est comme, imagine que les cartes de la Terre du Milieu, full à l'est de ça, il y a un immense lac qui n'est pas couvert parce qu'il n'y a rien là, c'est le wild, mais il y a une petite place qui porte un nom, Cuivienen. C'est là que les premiers elfes se réveillent puis apparaissent dans le monde. Puis à un moment donné, le dieu chasseur Oromé, il arrive puis il les découvre. Puis Mais- là, il les amène dans la... Il dit, venez vers l'ouest, venez nous rejoindre à Valinor, le pays des dieux. Puis tu commences à suivre le parcours des elfes parce que les elfes se rapprochent de Valinor, mais il y en a qui se perdent en chemin, il y en a qui refusent le mandat de partir, il y en a qui... Fait que tout ce processus-là,
de là viennent tous les mythes elfiques. C'est du point de départ, puis des mouvements migratoires, il y a des changements dans leur langue, des changements dans leur culture. Ça devient les elfes, les Noldor comme Galadriel, puis d'un autre bord, ça devient des Sindar comme Elrond. Fait que t'as des groupes qui se forment, puis cette affaire-là, c'est un peu ça que tout le monde essaye de faire avec plus ou moins de focus, là. C'est-à-dire que tu peux le faire flou aussi, c'est correct, là? Ben, c'est parce qu'on on échappe à l'évolution, puis ou à la façon comme organique ou biologique qu'une espèce se développe sur un territoire quand on parle d'elfes qui se réveillent. Ouais, qui se réveillent, c'est ça. Là, tu as fait quelque chose de différent. Quand on parle d'Homo sapiens, c'est juste une évolution génétique, là. C'est ça. Ça se développe. Mais tu sais, pourquoi ça se développe là? Puis à partir du moment où ça se développe là, quelle région, quelle surface ça couvre? Puis c'est quoi les clans qui se forment, puis ceux qui partent dans une direction, ceux qui partent dans l'autre? Ben, tu vois, pour ça, je pense que ça, c'est pour moi, je me l'explique vraiment mieux de quand est-ce que sur une ligne du temps, tu mets un point puis tu dis là, on a des Homo sapiens. Ouais, c'est arbitraire un peu. Puis si on les a là, ben ils sont où? C'est quoi le lieu qu'ils occupent? Fait que je pense que je garde un certain flou en disant que j'ai un lieu qu'on établit comme étant le berceau de cette civilisation-là, de cette espèce-là, finalement. Puis puis quand tu es dans ta préhistoire, tu peux dire plus ou moins 10 000 ans. C'est comme dans le sens où tu te places là, à peu près à ce moment-là, puis un moment donné, ça devient quelque chose. Mais tu sais, on peut pas vraiment zoom in là-dedans, à moins que tu racontes une histoire préhistorique, là, à moins que tu fasses un Ice Age, puis un... Ben, c'est un... The Croods. Oui, c'est ça. Ben, je pense que c'est vraiment... j'aime ça me garder une porte ouverte puis pas statuer parce que à un moment donné, je vais la trouver, tu sais, le bon flash, mais on parlait des dormeurs il y a 2 épisodes, ce qui est à dire un raisin sec d'édificier que tu le trempes dans un liquide. Puis j'aime tellement ça, comme tu n'as pas fait cette métaphore-là. Est-ce qu'il y a une poignée de raisins secs qui se sont échoués sur cette planète-là, puis dans le marécage... Il y a 2 pelletés de raisins secs qui sont échoués sur cette planète-là. Il y a 2 pelletés de raisins secs qui se sont échoués sur Sploosh-Canoosh. Aïe, aïe, aïe. Puis dans le marécage, se sont hydratés. Puis, tu sais, est-ce qu'on fait face à la théorie de l'astronaute, là, tu sais? Ça pourrait être ça aussi, tu sais, puis ça serait d'adon pour la genre de civilisation que c'est, tu sais. Que c'est des explorateurs, c'est des innovateurs, c'est des scientifiques, c'est des philosophes, c'est des... Ouais, ou tu pourrais leur donner le classique, juste ils se sont développés naturellement, génétiquement, sont vraiment originaires de là, puis à un moment donné, sont devenus quelque chose qui s'associe plus à une civilisation, selon les règles qu'on peut trouver dans l'épisode 3 de Comme du Monde. Ouais. Mais pas 3, Civilisation, on a fait ça il y a à peu près 10 épisodes. Ah ouais? Ah ben. Ouais, c'est ça, fait que j'ai comme puis en même temps, on veut-tu dans un monde inventé, prendre le même schéma puis de dire, ben il y avait des singes. Puis là, ils ont évolué, tu sais. Parce que ça me semble être comme trop facile puis un peu plate. C'est sûr qu'il va falloir en reparler au prochain épisode quand je vais parler... Sophontologie. Hein? La sophontologie. Wow! Tu viens de dire ça pour la première fois, là? Ben, tu m'as-tu entendu le dire? Je pense que je t'ai entendu le dire là, puis je pense que tu viens de le coin. La sophontologie, ouais. OK. Mais ouais, j'adhère en tout cas à date dans mon univers. Il y a un seul sophonte, ce serait le seul mot. Ouais. Sur cette planète-là, tu sais. Sur le même modèle que nous sommes seuls êtres. Je sais pas comment dire ça, là, je veux pas choquer. Je veux pas recevoir de lettres de haine, là, mais il y a seulement l'humain qui domine sur notre planète, là, qui établit une civilisation proprement dit. Il y a pas on n'a pas 2 espèces qui compétitionnent au niveau des civilisations. Là, on a déjà été. Oui, absolument. Puis maintenant, il n'y a plus de compétition. Non, c'est ça. Fait que il y aurait des histoires à raconter autour de ce marécage-là. Il y aurait, il y a sûrement un proto-tech, un proto-édificier ou celui qui n'a pas eu la même chance au niveau évolutif, mais là, ils ne sont plus là au moment qui nous intéresse. Ben, OK, on peut retourner dans ton truc et partir du marécage, mais tu vois, déjà il y a une 2e page à ton... ça te dérange-tu si on va à la 2e page? On peut aller à la 2e page. De toute façon... Parce que c'est de ça qu'on est en train de parler là. C'est ça.
Fait qu'il part du marécage. J'ai pas établi de raison pour laquelle il quitte ce marécage-là, mais on peut s'imaginer recherche de nourriture, fuir un cataclysme. J'ai pas déterminé, mais j'aime l'idée d'un marécage qui s'assèche ou une situation là, qui fait que si on s'en va pas, on y passe. Là. Je pense qu'il y a plein de raisons potentielles. Est-ce que c'est pertinent d'en choisir une ou est-ce que ça peut être laissé comme... C'est tellement enfoui dans la préhistoire que c'est pas grave? Exact. Puis je trouve que souvent, on a les mêmes constats, nous, dans notre monde à nous. Mm-hmm. Quand ça remonte à la préhistoire, on a genre théorie 1, théorie 2, ouais, théorie c'est 3. Ça. C'est probablement une de ces trois la choses. La fameuse chute de l'âge de bronze dont j'ai parlé l'autre fois. C'est vrai, ouais. C'est ça, là, on sait pas exactement qu'est-ce qui a fait chuter l'âge de bronze. Fait qu'on sait qu'ils ont quitté le marécage. Puis j'ai donné comme... J'ai divisé, si tu veux, un petit peu ce mouvement migratoire-là en 4 clans, 4 tribus, 4 formations qui ont quitté pour des lieux différents. 3 que j'ai établis déjà dans des textes. Qui ont quitté pour les galeries. Fait que c'est ceux qu'on connaît, ceux qu'on a vus sur mes cartes. Un qui a quitté pour ce que j'appelle les îles d'or. Puis un qui a quitté pour... ou une, j'aurais dit, pour des tribus, là, qui ont quitté pour le désert du Viksham. Les îles d'or, c'est la première fois dont on en parle. C'est la première fois qu'on en entend parler, mais dans le dernier texte, j'ai dit qu'il y avait un peuple insulaire. Fait que j'avais l'idée qu'il y en avait. C'est eux, là. Ouais. Puis j'ai parlé aussi à un moment donné des cités d'or transmutées. OK. Fait que, dans ton dernier texte? Non, ça fait longtemps. Okay, c'est dans le testament de Xelek, Gesed, Asek-Jedeth. Cool. Fait qu'on sait qu'il y a ça. Ouais. C'est les cités d'or. Est-ce qu'ils sont mystérieuses? C'est une question, là. Je pose une question comme ça. Une petite question, ouais, là. Esteban. Oui, tout est très mystérieux dans cette affaire-là. Nice, ouais. J'aime ça. Tu dis tribu. Puis l'autre fois, le 2e épisode, tu disais tribu, puis t'étais comme, je sais pas s'il faut que j'appelle ça de même. Ouais. Mais moi, je me dis, là, c'est très comme général, mais quand on fait ça, puis on parle de sophonthes, ce qu'on a en tête, c'est que c'est des espèces génétiquement différentes l'une de l'autre. Un sophonte ou un autre. Les édifiés versus les adophariens. Ben dans ton monde aussi, tu as plusieurs sophontes. Dans mon monde aussi. Okay. Mais là, ce que je vois comme une division comme ça, c'est la même espèce qui se divise. Puis le mot tribu peut s'appliquer, mais carrément, là, pour moi, c'est ça la définition d'un peuple. Ouais, okay, c'est des peuples différents qui ont émergé de la même façon que les Homo sapiens, il y a plein de peuples. C'est toute la même espèce. Fait que je me dis, peut-être que ça part avec des tribus qui se séparent, mais à un moment donné, quand ça fait des siècles qu'ils se tiennent plus ensemble, je pense que tribu, c'est plus le bon mot. Je pense que tu as des peuples séparés. Ouais, totalement, j'adopte. Puis le grand fracas, c'est quoi? Ben, j'avais déjà établi que autour de mon continent, tout ce qui est maritime, c'est d'une grande dangerosité. Ouais, tu peux pas aller là. C'est violent. Puis je trouvais ça intéressant de me dire il y a un groupe d'édificiers qui a bravé l'océan. Puis ils sont tous morts? On sait pas. On sait pas. Ah, c'est le fun, ça. On laisse un mystère planer. Ouais. J'aime ton iconographie. Les galeries avec les cheminées de filles. Ouais, c'est comme un peu naïf, genre. Ouais, c'est sympathique. C'est très... ouais. Une petite dune. Ouais, j'aime ça. J'aime mon code de couleur aussi. En fait, c'est vraiment une schématisation. J'ai besoin, moi, des fois, de trouver une façon abstraite de juste comme, OK, ça, c'est mon idée. Puis là, c'est comme si on voyait que j'avais pas eu le temps de finir. Ça, c'est le début de mon idée. On voit ton idée. C'est ça. Puis là, il va falloir la développer. Mais ça, c'est ton idée. Parce que je me disais, ce serait cool que j'apporte quelque chose de nouveau à la conversation au plongeon profond des édifices. Puis si je la divisais pas en peuples ou en groupes ethniques même, parce qu'éventuellement, ils vont développer leur propre culture. Là, fait que là, j'ai vraiment une vue d'ensemble. Il pourrait y avoir plein d'autres branches à ça. Je peux partir des galeries, me faire d'autres branches. Je peux partir du désert, me faire d'autres mouvements, d'autres déplacements de population. T'sais. Puis les trois mots qui apparaissent sur les flèches, c'est le nom de ces peuples-là? Ouais. Les Todertek, Trektek. Terektek, ouais. Terektek, puis Frexetektek.
Frexetectec? C'est vraiment le moment où tu devrais taper le marteau là, sur l'enclume de l'idéolangaison. Là. Ah, OK. J'ai une chose à dire. Ouais. Ton système de gabarit de consonnes nous permet pas de deviner où sont les voyelles. Ouais, t'as raison. Fait que des fois, je t'entends dire un mot, je fais comme oui, ça marche avec ce mot-là, parce qu'il place des « et » dedans. Ça marche tout à fait. Mais je peux pas le deviner. Non, c'est ça. Tu fait peux pas deviner si c'est trek-tech ou terek-tech. Exactement. Ouais. Ça pourrait être terk-tech, ça Ouais. pourrait être trek-tech ou ça pourrait être terek-tech. Mhm. Et ce système d'écriture-là, donc un système d'écriture qui fonctionnerait vraiment comme ça, mettons qu'on imagine que les édifices écrivent seulement avec un gabarit de consonnes, puis ils imaginent les voyelles parce que les voyelles sont tout le temps la même voyelle. Tu as un noyau vocalique qui se place à des places, puis eux, ils savent parce que selon les règles phonologiques de leur langue, les règles morphophonologiques, il y a des spots où normalement tu verrais une voyelle, puis d'autres spots où il n'y a pas. Fait que pour eux, ça serait un système tout à fait fonctionnel probablement. Mais pour nous, un humble mortel qui ne parlons pas édificier, quand on arrive et on voit ça pour la première fois, on ne peut pas deviner le mot. Mhm. C'est pas un défaut d'un système d'écriture, ça. C'est tout à fait normal. Il y a ça dans toutes les langues. Genre, je regarde une langue étrangère, puis je fais comme, ah, ça, c'est my best guess, mais ça se peut que je me trompe parce qu'eux, ils n'ont pas de conceptualisation de comment utiliser leurs lettres. Fait que c'est tout à fait normal. Sauf que, on dirait, d'habitude, les idéolinguistes disent que c'est un défaut pour ta romanisation, parce que le travail de ta romanisation, c'est d'inviter le lecteur dans la bonne prononciation. Absolument. Et de faire ça, c'est correct, c'est un choix. C'est un choix qui te met un peu ton lecteur en confrontation. C'est un choix qui, des fois, peut-être peut être motivé, puis go for it, mais il faut que tu sois conscient que tu travailles contre ton lecteur. Puis moi, mettons, je le fais en irial. Il y a des lettres que j'utilise, des lettres de notre alphabet, que j'utilise pour représenter des sons. Puis c'est pas les lettres auxquelles tu t'attendrais, puis les sons auxquels tu t'attendrais. Fait que le lecteur se bute à mon système d'écriture, mon système de romanisation. Fait que c'est genre, je le vois, là, je l'entends quand quelqu'un dit je fais, c'est pas de même, ça se prononce. Est-ce que tu penses que je gagnerais à franciser ou écrire phonologiquement comment on prononcerait? À la place d'écrire, mettons, T-R-K, apostrophe T-K, vraiment écrire comme T-rec-tech. Mais si tu écrivais des E partout où ce qu'il y a des E, on aurait un système de romanisation hyper limpide. Ouais. Mais peut-être que tu perdrais dans le côté exotique que tu as maintenant. Maintenant, je regarde ça puis je fais comme « Wow, c'est exotique. On est vraiment dans un autre univers, dans un autre monde. » Fait qu'on dirait que c'est ça comme l'espèce de ballon. Que je l'ai fait auparavant, un non-édificié qui dit les œufs d'Helvèque, puis c'est écrit comme « c'est francisé Ouais. ». Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ou j'aurais pu mettre les deux. Que genre, il n'y a pas de façon de gagner. Là. Mm-hmm. Soit tu capitalises sur l'exotisme, mais c'est abscon, c'est illisible à la limite, ou soit c'est super lisible, c'est limpide, c'est super facile, mais tu perds cet exotisme-là. OK. Je comprends. Fait qu'il est où le sweet spot? C'est tout le temps ça. On dirait que c'est comme tout le temps ça dans tout, là. Mais on dirait dans la vie, là. À chaque fois que tu fais de l'art, surtout, il est où le sweet spot? Jusqu'où tu vas? Comment tu te retiens? Ouais. Ouais. Mais j'ai des petites règles dans ma tête, des fois, qui fait qu'un mot fonctionne bien puis il n'est pas ambigu. Mais là, je le voyais même moi en faisant ma lecture que, oups, je le mets où? Je mets où ma voyelle? Tu sais. Mm-hmm. Ton apostrophe TK, lui, on dirait qu'il vient séparer des morphèmes. Il vient séparer une autre partie de mot qui s'est accolée. Fait que lui, j'ai tout le temps le goût de le prononcer au complet. Tech. Mm-hmm. Avec une voyelle dedans, parce que j'ai l'impression qu'il est comme autonome. Mais j'essaie de le garder tout le temps court aussi, là. Genre monosyllabique. Ou, souvent, tu as des suffixes comme ça qui apparaissent après un apostrophe. Ça me fait me rendre compte que l'apostrophe dans ton système d'écriture n'est probablement pas là pour représenter un son, il est juste là pour représenter des frontières de morphèmes. OK. Entre deux éléments de sens. Fait qu'à la fin, j'ai des techs, mais quand tu nommais tes dormeuses, finissant en chatter. Ouais. Apostrophe chatter. Je sais que, genre, probablement que c'est chatte, puis un trait à la fin d'un mot, châtre. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a un E là. Fait que tu le disais, chatter. OK, parfait. J'essaie de mémoriser ça. Mais tout ce qui se passe avant les apostrophes, c'est des défis, là. Ouais. Surtout quand c'est long, là. Pour les gens qui écoutent comme du monde puis qui lisent pas les documents, ils entendent des mots qui sonnent normal. Puis tout. Mais quand tu le lis en même temps,
puis je t'entends le dire, je suis comme « Wow, OK, j'ai place où ces E-là? » Ouais. Là, c'est devenu un peu un running gag, moi qui essaye de prononcer Xelexegexexexedef. Xelexegexedef, hein? Mais c'est devenu un running gag parce qu'il y a ça. Parce que je me bats contre, Oui. contre genre, qu'est-ce qui se passe avec tous ces E-là? Fait que j'imagine que c'est ça pour tout le monde. Ouais, mais fait que j'imagine que ça commence à être apparent que quand j'ajoute un apostrophe puis je mets comme un deuxième mot, je sais pas, là, je dis phonème. Là, mais non, morphème. Morphème. Comme un mini-mot, là, comme un préfixe, un suffixe. Ben, dans le fond, tech, c'est comme kin, tu sais, ou... fait comme eux autres, ouais. Comme à chaque fois que je termine avec tech, c'est probablement parce que ça marque comme un peuple. Mm-hmm. À chaque fois que je finis avec chatter, à date, ça a tout le temps été à donner à une dormeuse ou un dormeur. Vec, ça a tout le temps été un insecte. OK. Fait que je commence comme à avoir comme des clés là, que je sais que oui, ça c'est ça c'est ça. C'était quoi déjà entre le dévoreur d'au-dessus puis sa fille, qu'il y avait comme une finale qui revenait? Parce que c'était sa fille. Fait que c'était comme pour enfants. Ouais, OK. Fait que comme quand on mais tu vois, ajoute, ça, c'est du vrai travail que tu fais, là. Non, mais c'est vrai, puis c'est bon. Puis ce que tu fais là aussi, tous ces mots-là sont uniques puis propres à ton univers. Puis je pense qu'ils ont cet avantage-là, cette grande particularité-là qui est tu peux voir le mot puis reconnaître que ça vient de Val-Terreur. Okay. Je vois le mot puis je fais ça, c'est l'œuvre de Julien Lefort. Ça commence à appartenir à un mythos. Ça, c'est genre. le fun, là. Okay. Mais quand c'est impossible à prononcer, on travaille beaucoup. Je comprends. Puis c'est pour ça que, genre, les vrais fans de Lovecraft, ils trippent, là. Mais genre, le commun des mortels, tu regardes le mot puis tu te dis, mais c'est correct, là, regarde. Je vais dire Cthulhu. C'est correct? Oui, c'est correct si je dis Cthulhu puis je suis pas obligé de dire Cthulhu. Tu sais, tu comprends que c'est ça. C'est pas tout le monde qui va aller là. Il y a aussi l'affaire que Lovecraft indique clairement que c'est pas prononçable, tu sais, puis que c'est pas... c'est la façon de l'humain de retranscrire le son indescriptible qu'il a entendu. C'est tout le temps ça avec Lovecraft. Ouais, tout est indescriptible, puis il passe sa carrière à essayer de le décrire. C'est ça. Ouais. Fait que... Fait que c'était la parenthèse sur ton idéolangaison. Puis c'est mon point, je pense, que je trouve qu'il faut que tu fasses quelque chose ou il faut que tu choisisses de rien faire. Fait que, mettons, ton... c'est quoi? Terectech? Mm-hmm. Terectech. Comment tu me le communiques que c'est Terectech? Ou Terectech ou... Y a-tu une façon? Fait que c'est la question peut-être qu'il faut qu'il te flotte un peu dans ta... Ou que j'établisse une norme. Je pourrais dire, c'est des paquets de 3 tout le temps, puis les E sont tout le temps là, mettons. Ouais. Fait que tu pourrais pas dire Trek-Tech, tu pourrais pas dire... Il faut que ce soit vraiment Terec, parce que tu as 3 lettres. Puis... Exactement, puis c'est ça que je disais tout à l'heure par les règles morphophonologiques. Mettons, dans la langue édificiaire, c'est impossible un T puis un R qui se suivent. Tu sais ça, parce que tu parles un peu édificié, tu sais qu'il n'y a pas de tr, il n'y a jamais de tr. Fait que là, ça devient facile et clair à lire, mais il faut connaître cette affaire-là d'avance. Donc, quelqu'un qui parle la langue le connaît. Mais il n'y a personne qui va parler la langue qui vont jouer à ton jeu. Non, puis c'est tout le temps un défi aussi d'embarquer des joueurs dans un jeu de rôle, dans une affaire d'idéolangaison. Ouais. L'idéolangaison, c'est comme un genre de trip qu'on a. Là. Fait que comment tu le fais? Dans ton fascicule du guide de l'aventurier adofarien ou dans ton fascicule pour les DM, est-ce que tu écris ça pour donner tout le flavor weird, puis tu t'écris en parenthèse, il faut prononcer de même? Ou est-ce que tu écris en parenthèse, prononcez donc comme vous voulez, Chris? Ouais. Mais il faut que tu le cales un peu parce que c'est clairement une embûche à la lecture. Absolument, ben oui. OK. Cool. Ouais, fait que j'ai cette grande migration-là. Ouais. Puis j'écarte pas d'en avoir d'autres. C'est juste que là, à un moment donné, il fallait que j'aie un point de départ. Puis, mais oui, puis ça donne tout de suite 4 peuples. 3 et 1 peuple. Ouais, 3 et 1 peuple qu'on ne sait pas ce qui se passe avec. Mais en fait, c'est que je construis des interactions après ça entre ces 3-là. Puis éventuellement une paix. Que j'appelle la paix des alchimistes là, dans mon tableau. Ouais. Je l'ai décrit dans l'autre texte avant. Puis c'est comme une genre de période de relative harmonie entre les différents peuples parce que on a une situation idéale de commerce, là, comme le genre de Mais ça leur prend du temps à se rendre là. Il y a plein d'époques. Là, je vois que tu as suivi la règle de Mauger. Tu n'as pas mis de date, tu n'as pas mis de chiffre, mais il y a plein d'époques différentes ou de développements différents qui se passent avant d'arriver à la paix des alchimistes. Oui.
Fait que on est encore dans l'affrontement. Je pense qu'on est dans la survie au début, là, du point de vue des migrations. Mais j'indique, là, c'est ça, quand est-ce que les Terectèques, par exemple, inventent ou mettent au point la recette du vin des morts. Quand est-ce que l'invention de l'écriture apparaît? À partir de quand est-ce que les édifices commencent à prolonger leur vie avec le sel du désert? Puis le développement de cette fameuse état de stase là, qui leur permet de rallonger leur vie, mais dans le fond, comme par petite période d'éveil. Oui, j'imagine que c'est pas une paix. J'avoue, j'aurais dû mettre comme un conflit avant de mettre une paix. Non, mais moi, j'imagine qu'ils ont toujours été un peu en conflit, c'est tout. OK. À moins que tu veuilles lui donner un nom à ce conflit-là, mais pour moi, c'est trois peuples séparés, puis ils ont des interactions qui sont plus ou moins harmonieuses des fois, puis là, ils arrivent à la paix des alchimistes. Pour moi, ça a du sens. Je sais pas. Tu pourrais aussi le définir plus, là, mais... Puis la paix des alchimistes, je pense que j'en ai vraiment beaucoup parlé dans l'autre épisode, mais c'est là où on échange des connaissances. Les peuples utilisent les forces de chacun, puis on élève un petit peu. Puis je pense que c'est à partir de là qu'on peut commencer à parler d'une civilisation édificiaire qui est plus peut-être le pan édificié, mettons. Là. Surtout à la fin de la guerre où on a une unification finale ou éradication des deux autres peuples, puis le peuple dominant est devenu comme la civilisation édificiaire telle qu'on la connaît avant le cataclysme là, de Xelek, Gesed, Asek, Gedef. Je trouve ça malade. Si quelqu'un n'a jamais écouté le podcast puis vient d'embarquer là. Oui, c'est comme de quoi qu'il parle, c'est si de fou dans la tête là. Mais ouais, je pense que la théorie de l'éradication et le génocide total est toujours un peu plus faible que les théories concurrentes. Parce que dans des rapports de force, il y a toujours aussi du mélange. Tu sais. Ouais. Fait que, et puis une domination culturelle aussi, des fois, plus que militaire. Là. Exactement. Fait que là, tu as une assimilation d'une culture par l'autre, puis les gens se marient entre eux, puis à un moment donné, ça devient que c'est rien qu'une culture, puis c'est cette culture-là qui a gagné. Mais est-ce qu'ils ont tué toutes les autres? C'est une autre affaire. Puis quand on parle d'une éradication complète par d'une espèce par une autre espèce, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants ensemble. Ouais, OK. Ou dans... attends, mais ils ne pourraient pas avoir d'enfants fertiles ensemble. Mm-hmm. Ça, je peux plus y croire. C'est carrément une éradication. Mais quand tu as des peuples qui sont capables de procréer, on dirait qu'on va plus souvent vers l'assimilation. D'ailleurs, pour revenir sur une conversation qu'on a eue au début, ensemble, toi puis moi, mais avec Homo sapiens, Néandertal n'est pas disparu. Il fait partie de notre héritage génétique. Oui, absolument. Puis Dévonien sûrement aussi, puis Fiorensis aussi. C'est comme, ces autres homos-là on les a pas tués. Puis il y a une théorie qui dit qu'on les a toutes tués, mais elle est beaucoup plus faible que juste l'avantage culturel puis l'avantage civilisationnel a fini par mélanger un peu le sang de l'un avec le sang de l'autre, mais c'est la culture des Homo sapiens puis aussi la biologie des Homo sapiens qui comme restait en plus grande proportion. Totalement. Fait que je pense que ça peut être une conversation sur c'est quoi, là. Est-ce que pour toi, nos édificiers modernes sont plus des édificiers du Wichem ou de Delvecq? Excuse-moi, sont plus des Todertech ou des Ferkestek? En fait, quand on parle d'édificiers modernes, il faudrait qu'on établisse une façon. Là. Est-ce qu'on parle de à leur sommet, mettons, à leur sommet, excuse-moi. À leur sommet. OK. Fait qu'à leur sommet, les édificiers, je pense que post-guerre tribale, il y a une entente sur nos leaders commencent à dépérir parce qu'ils vivent extrêmement longtemps. Puis si on se débarrasse de ces leaders-là, on n'a pas vraiment de raison de s'entretuer. Tu sais. Mm-hmm. Puis je pense que... C'est intéressant, ça aussi. Je pense qu'on peut peut-être en reparler, là, mais finis ta pensée. Mais tout cet aspect-là de ton histoire, c'est cool. Je pense que la culture dominante, celle qui a eu le plus d'influence après les affrontements de la guerre, c'est probablement ceux qui étaient dans les galeries. Parce que sont dans la construction plutôt que dans la destruction. OK. Ceux du désert sont plus dans la conservation. Ouais.
Les peuples insulaires sont plus dans la destruction. Ah ouais? Ben, de par leur rite, tu sais, tout le cannibalisme, Ouais. puis tout ça, tu sais. Puis ceux des galeries sont plus mes édificiers, tu sais, dans le sens de construire des édifices. Ils édifient des choses. Ouais, Puis c'est des innovateurs. c'est ça. Ah ouais. Fait que je pense que c'est eux, en majorité, les édificiers modernes. La culture assimilatrice des Ouais. autres. Cool. Est-ce qu'on peut parler de tes leaders? Ouais, Les leaders s'en viennent vieillissants, puis on finit par abattre. Fait qu'il y a une révolution, il y a comme un mouvement anti-oligarchique Ouais. chez les édificiers, parce que ces leaders-là sont vieux. Ouais. Et parce qu'ils sont vieux, ils dépérissent. Moi, je veux t'entendre parler là-dessus. C'est quoi qui se passe vraiment? fait que leur aspect change pas, le vieillissement est stoppé. Mhm. Mais c'est vraiment du fait que leur structure, mettons, neurologique, ou là, nous, on pense tout de suite à un cerveau, puis à comment la psychologie fonctionne. Tu sais, mais honnêtement, j'ai pas vérifié, je me suis pas penché sur est-ce qu'ils ont un cerveau dans une tête, ou tu sais, la morphologie des Ça veut pas dire que édificiers. c'est ça. Là. Je sais pas, mais ce que j'ai établi, c'est que oui, il est possible que tu vives éternellement en tant qu'édificier, mais ça vient avec une manipulation génétique. Fait qu'est-ce que c'est tous les édificiers qui ont accès à vivre éternellement, ou c'est seulement les gens en position d'autorité? Moi, je pense que Les gens en position les gens en d'autorité. position d'autorité vont le garder pour eux la majorité du temps. Comme dans le vrai monde dans les prochaines années. C'est ça. C'est pour faire une comparaison là, pour les gens qui nous écoutent. Là, on est en 2024. Là, pour les gens qui nous écoutent en 2034, 2044, c'est comme ça s'est passé. Ah, en même temps, on pourrait rendre une classe prolétaire immortelle pour leur faire payer une dette pendant l'éternité. Là. Je mets pas ça au-dessus d'eux. OK? S'il te plaît, donne pas des idées aux gens en 2034 là, pour que 2044 soit pire. Fait que c'est ça. Fait qu'on on assiste à des affrontements entre les différents peuples. Maintenant, j'adopte peuple. Mais je pense que ouais, c'est la structure, là, le fait de supporter autant de mémoire, ça fait que le cerveau n'y arrive pas. Puis on commence à avoir de la paranoïa, des états psychotiques, des... Tu sais à quoi ça me fait penser, tout ça? Quoi? Tu sais comment le cerveau d'un enfant est plastique? Jusqu'à l'âge de 4 ans, tout se passe. Puis après ça, encore pour une autre dizaine d'années, les apprentissages se font full rapidement. Tu sais, le fameux « les enfants sont des éponges ». Plus qu'on vieillit, plus qu'on s'enracine dans des habitus, des habitis, whatever. Et puis, on va... Des habitudes? Ah, c'est ça! Hey, je cherchais le mot. Et on a comme des chemins neuronaux qui sont créés puis qui sont bien foulés. Uh-huh. Les autres chemins tombent un peu en décrépitude. Là, en décrépitude. Ouais, c'est ça. Ils se meurent, tu sais. Ouais. Fait que ça arrive pour vrai. Ça, on le sait que ça se passe. Fait que plus qu'on vieillit, plus que notre cerveau se calcifie, se cristallise dans des façons d'opérer. Puis je me dis peut-être que c'est ça ton problème de vieillissement cérébral. Simplement que ces gens-là, ils ont toutes leurs capacités, mais sont incapables de think outside the box. Absolument. Quand tu as 500 ans, là, ton cerveau il est pogné dans ces chemins neuronaux-là. Ouais. Neuronaux. OK. Chemin neuronaux. Je suis linguiste. Ouais. Ça bravo. paraît pas quand je parle. Mais ouais, absolument. Je pense que c'est ça qui se passe. Puis ça me donne un retour du balancier aussi sur cette immortalité-là qui n'est pas sans prix. Tu sais. Faut quand même... Et ce qui est toujours important. Ouais. Puis ce à quoi peuvent échapper les dormeurs et les dormeuses, ceux qui ont raté l'épisode de l'avant-dernier épisode, là, ce sont des édificiers qui servent comme d'ordinateurs vivants, là, qu'on peut endormir en les salant à côté. Là. Genre, tu les mets dans du sel du désert, là, puis il y a une réaction qui se passe. L'eau s'en va, puis l'édificier sèche. Puis il reste en état de mort temporaire. On peut le ramener avec une recette de solvant spécial. Puis après ça, cette personne-là, cet édificier-là va servir seulement à fournir des réponses à des questions sur de l'information qui a été stockée ou gossip, puis apprendre des nouvelles choses. Puis après ça, le remettre en dormance pour utilisation future. Fait que c'est comme des clés USB vivantes. Ouais. Puis si
si je trouve une nécropole, puis je mets le feu, je recrée le fort d'Alexandrie. C'est ça. La bibliothèque grande bibliothèque d'Alexandrie. Ouais. Pas quelque chose que j'ai l'intention de faire dans ta game, pas du tout. Non. Mais ça pourrait arriver. Ouais, fait que la raison pourquoi je soulève ce point-là, c'est qu'eux aussi vivent virtuellement pour toujours, mais dans le fond, c'est juste qu'ils étendent la durée de vie, leur espérance de vie, ils l'étendent sur plein de petits moments courts. Ouais, dans c'est ça, l'histoire. ils ont le même temps de vie consciente, Ouais. mais ils font des breaks. C'est ça. Ça on les ressemble met un peu sur à de la pause. cryogénie Ouais, absolument. Efficace. Là, si C'est c'était ça. efficace, la cryogénie. Ouais. Ouais. On demandera à Walt Disney comment ça marche, mais... On lui demandera puis on verra s'il répond. Mais fait que ça, étant donné qu'ils sont en période de sommeil prolongé, de mort temporaire, ben, ils échappent à ce dépérissement-là cérébral. Oui, puis là, tu le mets dans les technologies édificiaires en haut, c'est le vin des morts puis les dormeurs. C'est dormeur, c'est ce que tu as apporté à l'épisode 41. Ouais. Les deux sont comme des nouveaux concepts qui sont du de la proto-immortalité édificiaire. Ouais. Avant qu'il y ait vraiment manipulation génétique, il y avait d'autres techniques pour atteindre une forme ou une autre d'immortalité. Ces versions-là perdurent dans le temps en parallèle à la forme d'immortalité efficace qu'on connaît. C'est ça. Ouais. Cool. C'est hot. J'aime vraiment ça parce que tu as trouvé un thème pour ce peuple-là. Pas ce peuple-là, excuse-moi. C'est ce fonte-là. C'est leur recherche de l'immortalité les définit dans tout ce qu'ils ont fait, dans comment ils se sont développés à travers le monde. On a ce thème-là qui est récurrent. Puis je trouve que c'est un thème qui parle beaucoup, qui a matière à avoir beaucoup d'émotivité narrative dans ça. C'est le fait de mourir ou de ne jamais mourir. Puis je trouve que c'est pas cliché parce que c'est quelque chose de full à la base du développement d'une espèce. Puis ça fait partie de bien d'autres récits, mais je peux pas penser à un seul peuple qui se définisse par leur recherche d'immortalité. Comme dans d'autres franchises, univers, narratifs, il y a des choses qui sont naturellement immortelles. Je peux penser aux vampires, puis aux elfes du Tolkien, puis à plein... Immortels, oui. Mortels, oui. Puis mortels qui, peut-être, rêveraient d'être immortels en tant que personnage, mais un peuple, une espèce qui se définit par ça. Je trouve que c'est cool. Les édificiers me semblent vraiment plus clairement définis. Ils ont des contours définis. C'est toute leur relation avec le temps aussi qui m'intéresse parce que le plan de Xelek, Gesed, Asek, Gedef, qui est à l'origine là, de l'histoire qui se passe, parce que là, on recule loin dans Val-Terreur, mais la vraie chose qui se passe, c'est que on commence une histoire sur un monde qui, en apparence, n'est pas ce qu'il était. T'sais. Parce que lui a décidé de faire disparaître son peuple pendant une période de temps. Fait que ce qu'il fait, dans le fond, c'est ce qu'on fait aux dormeurs, mais à l'échelle planétaire. Lui, il s'est dit, je vais cacher les édificiers. Est-ce qu'il s'est inspiré des dormeurs? Là, maintenant qu'on a les dormeurs en tête, ce que tu viens de dire, je trouve ça très pertinent parce qu'on dirait que lui, il se dit, tu sais, nos dormeurs, on va tout faire ça. C'est ça qui se passe? Ben non, parce que son plan, c'était de les rendre en apparence un peuple inoffensif et superstitieux. Et, pourquoi? Peut-être parce que la ressource, de dire on va endormir tous les édificiers comme si on était des dormeurs. Puis, mais aussi, peut-être que les dormeurs, quand ils se réveillent d'une mort temporaire de 500 000, 2000 cycles, est-ce qu'ils se réveillent et sont cool, ou ils se réveillent et sont comme... ils ont perdu un peu leur humanité puis ils répondent à des questions puis ils se rendorment. C'est des ordis. Là. C'est des ordis. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un effet aussi au sel. Tu sais, c'est pas comme un... on entre en cryptobiose puis là, gratuitement, on a droit à skip 1500 ans d'histoire puis on peut... Fait que s'il faisait ça littéralement, il y a aussi le fait qu'il serait le seul qui peut aller faire du solvant puis essayer de faire de l'osmobiose avec toutes les momies. C'est ça. Puis où est-ce que tu émets toutes ces momies-là? Fait que, non, mais il le fait sur un plan culturel. Il le fait sur un plan culturel, puis il sait que quand va venir le temps de ramener les édificiers à la gloire d'antan, mettons, ben on a accès à ce savoir-là. Il est dans les nécropoles. On a accès à ça. Lui est encore là, ou possiblement encore là. Puis, fait qu'il
sa relation avec le temps, c'est que c'est pas grave si on fait ça pendant des centaines de générations. Les édifices vont survivre. Ils vont être immortels. Mhm. Puis c'est aussi la vision qu'ils ont du voyage interstellaire. Tu sais. Moi, je voulais pas embarquer dans le trou de verre ou le voyage à Automatique et rapide. là. la vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Puis, fait que comment on explore, comment on devient vraiment des voyageurs de l'espace si on n'a pas accès à ces vitesses de voyage-là, ben c'est en étant immortel. Tu sais. Immortel, puis du cryo-sleep. Ça prendra le puis temps que ça prendra. Ouais. Je pense qu'ils ont ça, ils ont C'est cette le cas avec attitude-là. la forge flottante d'Abelder Sadek. Ouais, il y a du monde dans une genre de station spatiale qui orbite autour d'un trou noir. Puis ça prendra le temps que ça prendra, tu sais. Bon, ben, on a notre réponse. Quoi? On dirait, avec laquelle point tu t'es comme assis sur cette idée-là, on dirait que c'est comme... Je t'ai posé la question, comment qu'on survit en tant qu'humanité? Écoute, on s'en va dans l'espace, puis ça prendra le temps que ça prendra. Tant qu'on est immortel. Non, mais ça change complètement, je pense, ta perception. C'est quoi le temps qu'on te donne dans une vie, tu sais. Mhm. Autant je trouve ça intéressant avec un autre peuple, un autre Sophonte dans mon univers, où l'enjeu, c'est une vie extrêmement courte. Autant je trouve ça super intéressant et super fertile de vivre une vie extrêmement longue, tu sais. Ouais. Ça crée aussi des personnes. Tu sais, si c'est une option pour des personnages, Mhm. ça crée des personnalités complètement différentes. Tu sais. Mhm. Tu sais, comme moi, je pense, si je me pars un bonhomme dans ton petit jeu, mon bonhomme, s'il est éternel, versus mon bonhomme, s'il vit 8 ans, là, on a des histoires complètement différentes, puis il y a une personnalité que je vais jouer à la table de jeu qui va être complètement différente. Ben, à la même manière de quand on a un humain dans un groupe de D&D, là, tu sais, un humain, un elfe, un drachéide, ben moi, je trouve ça malade quand l'elfe, le joueur mise sur... Ben, moi, j'ai genre 700, 800 ans, puis ça me dérange pas. Là, On n'est pas pressé. On n'est pas Ouais. pressé. Puis... Ah, il y a ce problème-là. Attendons 5-6 ans, Ouais. voir si ça se résout. Absolument, pourquoi pas, tu sais, Ouais. quand t'as le temps. Puis, ouais, tu dors la nuit, toi? Mon Dieu, quelle perte de temps. Tu sais, il y a ça aussi, Mhm. là, tu sais, une espèce capable ben, tout ce qui est construit puis qui n'a pas besoin de manger, de dormir, de respirer. Tu dors, toi, la nuit? Ah, c'est cute. C'est cute. Puis, ouais, puis ça me permet aussi de cocher un petit peu comme plein de cases en termes de comme Sophonte fantastique, là, tu sais, elfe, nain, hobbit. Ben là, j'ai comme l'aspect créateur, manufacture des nains. Mais j'ai l'aspect éternel. Ben, moi, je dirais même que t'as comme un espèce de Héphaïstos ou Aolé, ou tu sais, le dieu créateur. Le dieu, pas créateur dans le sens un dieu monothéiste qui a tout créé, là, mais le dieu qui forge, le dieu qui invente, puis qui fait de quoi avec ses mains. C'est un peuple qui fait ça. Ouais. Parce que quand tu parles des nains, c'est vrai, mais ils ont créé les bioserviteurs aussi. Fait qu'ils ont aussi créé la vie. T'as raison. Ils ont pas juste comme créé des beaux objets puis des technologies, ils ont créé la vie. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi, là. Puis c'est ce qui est cool avec tes édificiers, c'est que dans leur recherche de l'éternité, dans leur recherche, ils sont arrivés à des réponses génétiques, puis clairement, ils ont pu avoir accès à « Ah, OK, fait que nous autres, on peut créer la vie. » Puis on peut... les bioserviteurs, c'est un peu comme du clonage, tu sais, c'est fait en éprouvette, là. Ouais, c'est de l'ingénierie biologique, là, tu sais. Ouais. Je pense qu'ils sont vraiment reculés des édificiers, là. Fait Je pense que ça aurait été offensant pour eux de faire quelque chose de semblable de à faire eux, quelque là. chose à Ouais. leur image, ouais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, que ton monde est peuplé de différents Sophontes, mais ces Sophontes-là ont eux-mêmes Été fabriqués par été les fabriqués édificiers. par les édificiers. Ouais, totalement. Tu Ouais. as juste une espèce à la base. J'ai juste une espèce. C'est juste que ça, c'est derrière c'est derrière la scène. Nous, on parle de ça en ce moment, mais tu sais, comme dans mon univers, mettons, qui est plus fantastique, si tu joues un bioserviteur,
Il va falloir que je trouve un nom plus séduisant que bioserviteur. Là. Mais eux, ils sont persuadés que c'est eux les sophontes. Ouais. C'est eux les OG. Ouais. Là. Ben, c'est ceux que tu appelles les premiers peuples. Ouais. Fait que c'est les premiers peuples ou les adofariens basiques. Là. Ouais, ben Nous, l'empereur. on sait que c'est des bioserviteurs des édifiés historiquement, mais L'empereur en effectivement, avait en ce aucune moment, idée, c'est pas puis ça. il a dit comme ben, vous autres, vous êtes les premiers peuples. Puis, Il y a ça qui est cool aussi. Hein. On parle, ces temps-ci, on parle jamais de l'empereur, ouais. mais l'empereur, c'est une intelligence artificielle. Encore une fois, si vous venez de vous joindre à nous et vous avez jamais écouté Comme du monde avant, fait que l'empereur, c'est une intelligence artificielle d'une sonde qui vient de la De planète la planète Terre. Terre, ouais. Mais tout ça pour dire que l'intelligence artificielle est extrêmement wise, mais elle a quand même pas accès à cette information que son peuple est un peuple ingénieré. Ouais. Est un peuple créé de toutes pièces par un autre peuple. Elle L'empereur pense sait qu'elle pas est ça. entrée en contact avec les gens qui habitaient cette planète-là puis qui ont toujours habité cette planète-là. Puis, dans le fond, c'est que les édifices ont réussi leur pari. Tu sais. Les édifices ont voulu passer sous le radar de l'empereur. Mais ça, c'est un choix narratif que tu as fait. Ouais. Est-ce que tu penses que l'empereur, il y a une chance de le découvrir? Ben, je pense que Puis ça ça dépend pourrait des mener à actions quelque des chose? joueurs. Oh, cool. C'est sûr que si les joueurs commencent à comme, monter les morceaux du casse-tête, puis assembler les morceaux du casse-tête plutôt, à moins que ce soit un casse-tête 3D. Là. Ouais, monter. Ouais. Monter. Puis ils reviennent avec des réponses, puis ils ont une loyauté envers l'Empire, puis ils partagent ces informations-là. Moi, je pense que c'est intéressant de voir où ça amène. Puis pour les fragments de sonde qui sont décollés, qu'on appelle les idoles, les idolums, Ouais. C'est possible peut-être qu'une idole connaisse cette information-là, mais pas l'empereur. Totalement. Fait qu'une idole qui est comme ailleurs, puis quelque part dans le désert de Vikshem, l'idole a parlé avec un dormeur. Leur dormeur, il a dit... Ouais. Et, écoute, le sky is the limit sur cette... Sur les interactions entre tous les petits modules de mon monde, ben oui. Exactement. Fait que là, t'as peut-être une idole qui a cet avantage-là sur l'empereur, puis ça va devenir un atout dans cette game d'échiquier politique entre les fragments de sonde et la sonde mère. Ou un édificier isolé dans une tour loin qui trouve un idolum puis qui est comme... Tu sais, c'est toute la technologie. Dans le fond, là, l'empereur ou la sonde, l'intelligence artificielle, c'est toute la technologie d'un dormeur, mais d'ingénierie humaine, tu sais. Ouais. Ça revient au même. Dans le fond, c'est une base de données. Fait qu'un idolum puis un dormeur, pourrais-tu avoir une histoire d'amour? Parce qu'ils sont comme, je me reconnais dans toi, Ouais. on est comme la même chose. Juste s'ils font un podcast sur l'idéolangaison ensemble. OK. Est-ce que dans ton univers, il y a bien des personnages là, qui font des podcasts Non, sur ouais. nous, mettons? Ah, ça serait fou. Ça serait... Ah, Ça s'appelle Inception. Comme des édificiers, puis ils font rien que parler de Julien et Joël. Ils les inventent. ils les inventent, ils nous inventent. Non, mais bref, là, je pense que c'est cool le plongeon profond qu'on fait en ciblant comme une civilisation. Mais après ça, quand tu te mets à regarder l'ensemble, puis chaque interaction qu'une faction, qu'une civilisation peut avoir avec une autre, c'est là que ça commence. Parce qu'on n'a pas parlé non plus des Aranéens. Là, tu sais, Non. Puis, Mais c'est ça l'intérêt de ce zoom-là. C'est que en vraiment en zoom-in, là, en allant voir le détail du détail du détail de l'édificier, on dirait qu'on peut en parler, puis tout couvrir, puis arrondir les coins, là, puis savoir exactement c'est quoi cette bébête-là. Quand tu zoomes out, là maintenant, genre, si je pense aux Aranéens, je me dis, Aranéens plus dormeur, qu'est-ce que ça donne? Aranéens plus 20 des morts. Aranéens c'est plus ça. 20 des morts. Tu sais, puis tu peux faire des mix and match dans ta tête puis essayer de développer des idées dans ce sens-là. Puis je pense que même si toi puis moi, on parle tout le temps de Valterra puis Gadin, surtout quand on fait des plongeons profonds, ça devient des épisodes complets sur Valterra puis Gadin. Gardez en tête que pour n'importe quel auditoriste qui développe ses propres affaires, cette pratique-là, wow, c'est genre moi je me rends compte que ça peut être très performant, puis je pense que les gens devraient adopter ce genre de pratique-là aussi, là, de vraiment juste se laisser. On dirait que je veux tout le temps garder un vol d'oiseau, mais c'est une mauvaise idée. Tu plonges. Aïe, aïe. épisode Tu 1, en plus, plonges plonge profondément. tu plonges profondément. Là, tu es à vol d'oiseau, mais là, tu fais un piqué dans genre un sujet, une affaire, un élément, un sophonte. Puis tu le regardes dans tous ses sens. Quand tu reviens après ça, quand tu remontes la colonne d'air chaud de Swatan jusqu'au nuage, puis là, tu revois ton univers, tu as tous ces concepts-là qui sont fresh, tu sais, puis qui sont là, puis tu peux essayer de les associer à chacun de tes autres concepts,
puis voir qu'est-ce qui émerge de ça. Puis je pense c'est là peut-être que ça peut foisonner avec des nouvelles idées, des choses qui sont pas clichés, qu'on a vu 1000 fois. Parce que tu as créé des concepts bizarres, puis d'autres concepts bizarres, puis là, tu les mets ensemble, puis il arrive quelque chose de nouveau, là, tu sais. Puis en plus, même que je dirais, si tu écoutes l'épisode puis tu es en train de créer tes civilisations, tu es en train de créer ton monde, moi, l'exercice d'en jaser avec toi pendant 1 heure, j'ai le goût de retourner à la table à dessin tout de suite. Tu sais. Mm-hmm. Fait que pour vrai, parlez-en, ayez des discussions entre démiurges, parlez-en à vos amis. Sinon, si personne n'est intéressé par ça, écrivez-nous sur Discord, on veut entendre c'est quoi les quirks de votre monde, c'est quoi les petites affaires bizarres, c'est quoi les idées complètement cinglées que vous êtes en train de développer. Puis des fois, d'en jaser avec quelqu'un puis de zoomer sur quelque chose, ça donne de nouvelles idées, une nouvelle perspective. C'est facile d'être pogné dans sa tête, dans toutes ces affaires-là. Mais oui. Quand tu as l'imagination fertile, puis tu as des idées, puis c'est comme « Ah, c'est cool. » Puis là, tu le gardes avec toi-même, puis tu le partages jamais. Soit parce que tu te dis ça intéresse personne, ou soit par honte de genre « Ah, elle est pas bonne cette idée-là. » Peu importe la raison, mais quand tu le partages pas, tu le verbalises pas, c'est moins vrai. Uh-huh. Mais une fois que tu l'as verbalisé, tu fais comme « Ah, ouais, OK. » Fait que c'est de même que ça s'articule. Puis là, c'est plus facile de retourner à la table à dessin. Puis la prochaine étape pour moi, pour les édificiers, mais pour toutes les autres espèces de mon monde, c'est l'aspect visuel que je veux développer. Fait que de quoi ils ont l'air, c'est quoi leur identité, leur code d'apparence. Puis, Mais ça, toi et moi, on a ce problème-là. Il va falloir qu'on développe des skills. Ouais. Qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas. On n'a pas ça, nous autres, des skills. Puis je trouverais ça trop facile de recourir à l'intelligence artificielle. Ouais. Puis aussi, ton œuvre parle du combat contre une intelligence artificielle. Ce serait un peu antithétique. Ouais. Ce serait de l'ironie. Hey, la semaine prochaine, c'est ton tour. Vrai. OK. Ben écoute, on wrap ça pour les édificiers. Ouais. Fait que quand tu nous reviens dans 1 mois, c'est avec un nouveau Sophonte, puis on va essayer de le mettre en parallèle avec les édificiers aussi à chaque fois. Là. Super. Cool. Puis la semaine prochaine, ben oui, je vous parle de Mustélien/Furet. Bon, ben bye bye. Bye bye. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.